Projection systémique pour la France et l'Europe occidentale, 2026 à 2050. Ma synthèse est la suivante. D'ici 2030, les principales menaces sont géopolitiques, énergétiques, cybernétiques et économiques, davantage que climatiques au sens d'un effondrement structurel. Entre 2030 et 2040, les effets climatiques, hydriques, agricoles, démographiques et financiers commenceront à se renforcer mutuellement. Entre 2040 et 2050, certaines régions européennes pourraient franchir un seuil où le maintien du mode de vie actuel deviendra durablement plus coûteux, plus contraint et périodiquement interrompu. Le risque le plus probable n'est pas une disparition des services, mais leur fonctionnement dégradé. Restrictions d'eau, prix alimentaires de volatiles, carburant cher, assurances de plus difficiles, coupures locales, saturation des secours et infrastructures endommagées. Mon estimation centrale. D'ici 2030, les principales menaces sont géopolitiques, énergétiques, cybernétiques et économiques, davantage que climatiques au sens d'un effondrement structurel. Entre 2030 et 2040, les effets climatiques, hydriques, agricoles, démographiques et financiers commenceront à se renforcer mutuellement. Entre 2040 et 2050, certaines régions européennes pourraient franchir un seuil où le maintien du mode de vie actuel deviendra durablement plus coûteux, plus contraint et périodiquement interrompu. Le risque le plus probable n'est pas une disparition des services, mais leur fonctionnement dégradé. Restrictions d'eau, prix alimentaires volatiles, carburant cher, assurances plus difficiles, coupures locales, saturation des secours et infrastructures endommagées. Mon estimation centrale, le point de bascule socio-économique européen, défini comme le moment où l'adaptation ne parvient plus à préserver partout le niveau actuel de service à un coût acceptable, se situerait probablement dans une fenêtre 2038 à 2048. Cette estimation ne signifie pas que tout basculera durant cette période. Elle signifie qu'à défaut d'investissements suffisants, une part croissante des territoires pourrait entrer dans un régime permanent de réparation, de restriction et d'arbitrage. Pour la France métropolitaine, plus résiliente que de nombreuses régions méditerranéennes, j'estime la fenêtre principale autour de 2040 à 2050, avec des basculements locaux possibles dès 2030 à 2035. Ce que signifie réellement un point de non-retour, il faut distinguer trois phénomènes. Le non-retour climatique. Certaines transformations sont déjà pratiquement irréversibles à l'échelle humaine. Élévation du niveau marin, perte de glaciers, réchauffement des océans, déplacement d'écosystèmes et augmentation de certains extrêmes. Le GIEC précise que la montée du niveau de la mer et plusieurs changements associés se poursuivront pendant des siècles ou des millénaires, même si leur ampleur dépend fortement des émissions futures. Ce non-retour physique est donc, sur certains points, déjà engagé. Cependant, le franchissement de 1,5 degré Celsius ou 2 degrés Celsius ne constitue pas un bouton provoquant instantanément l'effondrement. Chaque fraction supplémentaire de degré augmente la fréquence, l'intensité et la simultanéité des dommages. Pour l'Europe, les risques deviennent nettement plus sévères, autour de 2 degrés Celsius de réchauffement mondial, et restent élevés dans de nombreux secteurs à 3 degrés Celsius, même avec une adaptation importante. Le non-retour économique. Il apparaît lorsqu'un territoire dépense davantage à réparer les dommages, sécuriser ses approvisionnements
et protéger ses infrastructures qu'à moderniser son économie. Cela peut créer une boucle, dommage, flèche, endettement, flèche, sous-investissement, flèche, vulnérabilité, accrue, flèche, nouveau dommage. Ce seuil n'est pas global. Une région côtière, agricole ou méditerranéenne peut le franchir 20 ans avant une région tempérée, industrielle et mieux équipée. Le non-retour social et politique. Il se produit lorsque les populations ne considèrent plus les restrictions, les inégalités territoriales ou les hausses de prix comme temporaires. La crise devient alors politique, perte de confiance, polarisation, conflits sur l'eau, le logement, la fiscalité, l'énergie ou l'accueil des populations déplacées. C'est, selon moi, le point le plus dangereux. Les systèmes techniques femmes peuvent être réparés plus rapidement que la confiance collective. Risque climatique pour la France et ses voisins. L'Europe est actuellement le continent qui se réchauffe le plus rapidement. L'évaluation européenne EUCRA recense 36 risques climatiques, menaçant notamment l'eau, l'alimentation, l'énergie, les infrastructures, les finances et la santé. Plusieurs risques sont déjà considérés comme critiques, tandis que les politiques d'adaptation progressent moins vite que leur aggravation. En 2025, au moins 95% de l'Europe a connu des températures annuelles supérieures à la moyenne. Le continent a également enregistré une diminution importante de l'enneigement, des pertes glaciaires généralisées et des débits fluviaux annuels inférieurs à la moyenne sur une grande partie du réseau observé. Pour la France, la trajectoire officielle d'adaptation retient environ plus 2,7 degrés Celsius en 2050 par rapport à l'ère pré-industrielle. Ce niveau implique davantage de vagues de chaleur, de sécheresse, de feux et de précipitations extrêmes. Il ne signifie pas que chaque année sera catastrophique, mais que les années auparavant exceptionnelles deviendront beaucoup moins rares. Canicule. Le risque thermique est probablement le risque climatique le plus certain. Conséquences prévisibles, mortalité accrue chez les personnes âgées et fragiles, baisse de productivité du travail extérieur et de certains sites industriels, augmentation de la climatisation et des pointes électriques estivales, échauffement des villes et des logements mal isolés, perturbation des transports ferroviaires et routiers, réduction de la disponibilité de l'eau pour l'agriculture, l'industrie et certaines productions électriques. La canicule ne provoque généralement pas seule une crise systémique. Le danger vient de sa combinaison avec une sécheresse, un incendie, une faible disponibilité électrique ou une défaillance des télécommunications. Inondations et tempêtes. Les pluies plus intenses n'empêchent pas les sécheresses. Une grande quantité d'eau peut tomber en quelques heures, ruisseler, provoquer des dégâts et ne pas suffisamment recharger les nappes. Les effets les plus préoccupants sont dommages aux postes électriques et aux réseaux souterrains, contamination temporaire de l'eau potable, interruption des routes et voies ferrées, destruction d'entrepôts et de plateformes logistiques, difficultés d'assurance ou retrait de l'assurance dans certains secteurs, fragilisation des communes incapables de financer des réparations répétées. Les événements de 2024 et 2025 ont déjà illustré la coexistence en Europe d'inondations majeures, de chaleur extrême et de sécheresse. L'eau, le risque territorial le plus sous-estimé. La France ne devrait pas manquer physiquement d'eau à l'échelle nationale, mais elle connaîtra davantage de pénuries locales et saisonnières. Le problème central sera moins le volume annuel total que sa répartition géographique,
sa disponibilité au bon moment, l'état des nappes et des sols, la qualité de l'eau, les pertes des réseaux, la concurrence entre particuliers, agriculture, industrie, tourisme et milieux naturels. Les rapports français consacrés à l'agriculture et à l'eau prévoient des tensions croissantes sur l'accès à la ressource et recommandent une transformation des pratiques agricoles, des sols, de l'irrigation et de la gouvernance territoriale. 2026 à 2030, restrictions estivales plus fréquentes mais généralement gérables. 2030 à 2040, conflits d'usage plus réguliers, investissements lourds dans les réseaux, retenues, réutilisation des eaux usées et adaptation agricole. 2040 à 2050, certaines zones méditerranéennes, atlantiques ou à forte croissance pourraient bien connaître des restrictions devenant presque structurelles durant l'été. La crise la plus probable n'est donc pas plus aucune eau au robinet pendant des mois, mais une succession de baisses de pression, interdiction d'usage, fermeture temporaire de réseaux contaminés, approvisionnement par citerne dans certaines communes, hausse importante du prix de l'eau. L'électricité, une France relativement forte, mais pas invulnérable. La situation française est meilleure que celle de nombreux pays européens. En 2025, la production électrique française a atteint 547,5 TWh, dont 521,1 TWh bas carbone, tandis que la production thermique fossile tombait à son plus bas niveau depuis 75 ans. RTE considère que la France dispose d'une position favorable pour électrifier davantage son économie et réduire sa dépendance aux hydrocarbures. Cela réduit la probabilité d'une pénurie électrique chronique nationale. Toutefois, 4 vulnérabilités subsistent: le vieillissement et la maintenance d'une partie des infrastructures, les dégâts physiques provoqués par la chaleur, les tempêtes, les incendies et les inondations, les cyberattaques et sabotages, la dépendance croissante de tous les autres services à l'électricité. Une coupure électrique affecte immédiatement les télécommunications, le pompage et le traitement de l'eau, les paiements, la réfrigération alimentaire, les stations-service, le chauffage et parfois la cuisson, les transports, les services médicaux et administratifs. L'Agence internationale de l'énergie souligne que l'électricité devient centrale pour la sécurité économique nationale, tout en étant davantage exposée aux risques météorologiques, opérationnels et cybernétiques. Coupure locale de quelques heures, risque élevé chaque année. Coupure régionale de plusieurs jours, risque modéré et croissant. Blackout national durable, risque faible mais conséquences extrêmes. Dégradation cybernétique affectant plusieurs services simultanément. Risque modéré à élevé d'ici 2035. Communications et cyberattaques. L'Europe fait déjà face quotidiennement à des opérations cybernétiques et hybrides, visant les services essentiels et les institutions. La Commission européenne a renforcé en 2026 son dispositif de cybersécurité, tandis que l'OTAN constate une intensification des activités cyber et hybrides, associées notamment à la Russie. Le réseau Internet lui-même est relativement résilient, mais ses extrémités le sont beaucoup moins. Antennes mobiles privées d'électricité, centres de données ou opérateurs perturbés, câbles terrestres ou sous-marins endommagés, systèmes d'identification indisponibles, banques, paiements ou plateformes logistiques bloquées, logiciels industriels compromis. Une attaque réussie n'aurait pas besoin de couper Internet pour provoquer une crise.
Il suffirait de neutraliser simultanément les paiements, quelques opérateurs télécoms, certains systèmes logistiques et des services publics. À mes yeux, le cyber est le principal déclencheur possible d'une crise rapide, car il peut transformer en quelques heures un problème technique limité en pénurie apparente, panique d'achat ou paralysie logistique. Alimentation, faible risque de famine, fort risque de volatilité. La France et l'Europe occidentale disposent de capacités agricoles importantes. Une famine généralisée demeure très improbable dans les scénarios ordinaires. Le risque réaliste est différent, récolte variable, hausse des coûts d'irrigation, diminution de certains rendements, maladies animales ou végétales, dépendance aux engrais, machines, carburants et pièces, perturbations portuaires ou routières, spéculation et achat de précaution, baisse de la diversité et de la qualité des produits accessibles. Les produits les plus sensibles ne seront pas forcément les céréales de base, mais les fruits, légumes, huiles, aliments du bétail, produits importés et denrées nécessitant une chaîne du froid. D'ici 2035, je considère comme probable une alternance d'années normales et d'épisodes de hausse marqués des prix. Après 2040, sans adaptation agricole, certaines productions pourraient se déplacer vers le nord ou nécessiter davantage d'investissements. Le changement principal sera probablement économique. L'Europe aura encore de la nourriture, mais une alimentation variée et de qualité absorbera une part plus importante du revenu de certains ménages. Pétrole, carburant et transport. L'électricité française est relativement souveraine, mais le transport, l'agriculture, la logistique, l'aviation, certains procédés industriels et une partie du chauffage restent dépendants des hydrocarbures importés. Les tensions au Moyen-Orient constituent donc un risque direct. La Commission européenne indique dans ses prévisions du printemps 2026 que le conflit régional a provoqué un nouveau choc énergétique, ravivé l'inflation et dégradé les perspectives de croissance. Une perturbation plus longue des flux pétroliers et gaziers affaiblirait également le commerce, la confiance et l'investissement. L'effet le plus probable d'une crise pétrolière n'est pas l'arrêt total des stations-service, mais hausse rapide des prix, files d'attente et achats de précaution, difficultés pour les transporteurs et agriculteurs, augmentation du prix de presque toutes les marchandises, réquisition ou priorisation éventuelle de certains usages, inflation et ralentissement économique. La diversification énergétique et l'électrification réduiront progressivement ce risque, mais elles accroîtront parallèlement la dépendance aux réseaux électriques, aux batteries, aux métaux et à certaines chaînes industrielles étrangères. Conflits internationaux Europe de l'Est. La guerre en Ukraine est entrée dans sa 5e année en 2026. Les infrastructures civiles et énergétiques ukrainiennes continuent d'être visées, et l'OTAN considère toujours la Russie comme la menace directe la plus importante pour la sécurité euro-atlantique. Une guerre conventionnelle touchant directement la France reste peu probable, tant que la dissuasion et les alliances fonctionnent. Les risques plus plausibles sont sabotage, cyberattaque, brouillage électronique, atteinte aux câbles et infrastructures, campagne de désinformation, incidents militaires limités, perturbation des échanges, de l'énergie ou des matières premières. L'OTAN et l'Union européenne signalent déjà l'existence de campagnes hybrides, comprenant actes de sabotage, cyberattaques, interférences électroniques et opérations d'influence. Moyen-Orient.
Le risque majeur est la propagation d'une crise énergétique et maritime. Détroits, ports, assurance maritime, pétrole, gaz et transport de conteneurs. Une interruption longue des grandes routes énergétiques entraînerait pour l'Europe hausse des carburants, inflation, contraction de la consommation, difficultés industrielles, hausse des coûts alimentaires, tensions budgétaires et sociales. Ce risque est plus immédiat que la plupart des effets climatiques de long terme, mais aussi potentiellement plus réversible si le conflit se stabilise. Démographie et économie. La population de l'Union européenne devrait atteindre un sommet autour de 2029, puis diminuer progressivement. Environ 450,8 millions d'habitants en 2025, 445 millions en 2050 et 398,8 millions en 2100 dans la projection centrale d'Eurostat. La décroissance démographique ne réduira pas automatiquement la pression sur les ressources, car elle s'accompagnera d'un vieillissement marqué. Cela signifie davantage de dépenses médicales et sociales, moins d'actifs pour financer et entretenir les infrastructures, pénurie de compétences dans certains métiers, plus forte vulnérabilité aux canicules, concentration démographique dans les zones urbaines attractives, abandon relatif de certains territoires ruraux. L'Europe devra donc financer simultanément la défense, l'énergie, l'adaptation climatique, les retraites, la santé et la rénovation des infrastructures, avec une croissance économique probablement modeste. La Commission identifie déjà le vieillissement, la faible productivité, les risques climatiques et les mutations géopolitiques comme des contraintes structurelles. Les scénarios possibles: scénario A, adaptation maîtrisée. Probabilité analytique, environ 40%. L'Europe développe ses réseaux, réduit sa dépendance aux hydrocarbures, adapte l'agriculture, renforce ses stocks et améliore la coopération entre États. Résultat, en 2050, mode de vie globalement préservé, énergie et alimentation plus chères, restrictions ponctuelles d'eau, logements mieux adaptés, transport davantage électrifié, forte différence entre territoires, crise locale, mais continuité nationale maintenue. Scénario B, dégradation discontinue, probabilité analytique, environ 45%. C'est mon scénario central. Les investissements existent, mais restent trop lents. Les crises se succèdent sans provoquer d'effondrement général. Canicule, sécheresse, inondations, crise énergétique, cyberattaque, conflit commercial, crise budgétaire. Chaque crise est absorbée, mais les capacités financières et techniques diminuent progressivement. Résultat, vers 2040 à 2050, services moins fiables, contraintes saisonnières, hausse de la fiscalité et des assurances, moindre mobilité individuelle, qualité de vie plus dépendante du revenu et du lieu d'habitation, multiplication des territoires difficiles à assurer ou à maintenir. Scénario C, cascade systémique. Probabilité analytique, environ 15% d'ici 2040, avec une incertitude importante. Il faudrait la combinaison de plusieurs chocs. Conflit prolongé au Moyen-Orient, choc pétrolier, cyberattaque importante, mauvaise récolte européenne, canicule ou sécheresse, crise financière ou politique. La France pourrait alors connaître durant plusieurs semaines rationnement ou forte restriction de carburant, perturbations logistiques, coupures localisées, paiements difficiles, rayons temporairement vides, fermeture d'une entreprise, mouvements sociaux importants,
Même ce scénario ne correspondrait pas nécessairement à un effondrement définitif. Les institutions européennes et nationales conserveraient des capacités de rétablissement. Ma projection temporelle 2026 à 2030, phase de volatilité. Le système demeure solide mais exposé à des chocs rapides. Les principales sources de crise sont Moyen-Orient et énergie, guerre en Ukraine, cyberattaques, inflation, canicules et inondations, tensions politiques et budgétaires. Le mode de vie quotidien reste globalement inchangé, mais avec des épisodes de perturbation plus fréquents. 2030 à 2035, début des contraintes structurelles. Les investissements réalisés durant cette période seront déterminants. Les restrictions d'eau, les coûts d'assurance, l'adaptation des logements, l'électrification des transports et la transformation de l'agriculture commenceront à modifier réellement les habitudes. Certaines collectivités entreront dans une logique permanente de réparation plutôt que d'amélioration. 2035 à 2045, zone de bascule principale. C'est la période que je considère comme la plus critique. Plusieurs facteurs se cumuleront, climat plus chaud, infrastructures vieillissantes, vieillissement démographique, finances publiques contraintes, électrification massive, tensions internationales persistantes, besoin croissant d'adaptation. Sans changement significatif, la période 2038 à 2045 pourrait marquer la fin de l'idée selon laquelle tous les services essentiels sont disponibles partout, en permanence, et à un prix relativement stable. 2045 à 2050, divergence des territoires. Deux Europes pourraient apparaître, des territoires adaptés, électrifiés, disposant d'eau, d'infrastructures modernisées et d'une économie solide. Des territoires exposés, mal assurés, vieillissants, soumis aux restrictions et perdant progressivement habitants et activités. Le changement de mode de vie serait alors manifeste, mais très inégal. Mon opinion argumentée, le risque principal n'est pas une catastrophe unique. C'est la simultanéité de crises qui étaient autrefois traitées séparément. Une sécheresse est gérable. Un choc pétrolier est gérable. Une cyberattaque est gérable. Une mauvaise récolte est gérable. Mais une sécheresse pendant une crise énergétique, accompagnée d'une cyberattaque et d'une forte tension politique, peut dépasser les capacités normales d'intervention. Le GIEC insiste précisément sur l'augmentation des risques composés et en cascade. Plusieurs menaces climatiques et non climatiques peuvent interagir entre secteurs et régions, produisant des dommages supérieurs à la somme de leurs effets individuels. La France possède néanmoins de solides avantages, une production électrique largement nationale et bas carbone, une agriculture diversifiée, des ressources en eau significatives, quoique mal réparties, un État capable d'organiser des réponses d'urgence, des infrastructures développées, l'appui du marché unique, de l'Union européenne et de l'OTAN. L'Union européenne renforce d'ailleurs sa préparation, notamment par une stratégie de stockage des biens essentiels, eau, nourriture, carburant, pétrole et médicaments, et recommande aux populations de pouvoir fonctionner au moins 72 heures sans assistance normale. Estimation finale. Je situerai le non-retour climatique partiel, déjà commencé. Le franchissement d'un seuil climatique aggravant fortement les risques européens. Durant les années 2030, le point de bascule socio-économique local entre 2030 et 2040 dans les territoires les plus exposés.
le point de bascule moyen pour le mode de vie européen actuel. Entre 2038 et 2048, une rupture généralisée et irréversible de la société française avant 2050. Improbable, sauf guerre majeure ou cascade exceptionnelle de crise. La formulation la plus juste n'est donc pas « Combien de temps nous reste-t-il avant l'effondrement ?» Elle serait plutôt « Combien de temps reste-t-il pour adapter les infrastructures avant que le coût des dommages et des urgences ne réduise fortement notre capacité à le faire ?» Ma réponse est probablement une dizaine d'années décisives, jusqu'au milieu ou à la fin des années 2030. Au-delà, l'adaptation restera possible, mais elle sera plus coûteuse, plus inégale et davantage imposée par les crises que choisit collectivement. Les liens des sources de données sont disponibles sur notre site, voir lien en commentaire ou dans la description. Max Ayrgun. Nous avons publié cet article après plusieurs vérifications, mais nous ne saurions être tenus responsables de son évaluation ni de l'avenir de l'humanité. Notre conclusion, soyez préparés. Chez Max Ayrgun, notre objectif est de vous accompagner pas à pas dans cette démarche. À travers nos guides, nos tests de matériel et nos MAS en situation concrète, nous souhaitons vous aider à construire une préparation réaliste, responsable et adaptée à votre quotidien. Parce qu'en matière de gestion de crise, le meilleur équipement reste toujours l'anticipation. Max Ayrgun, Airguns, Survival and 3D Innovation.